Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast pour un format interview aujourd'hui et je mets vraiment un point d'honneur à recevoir dans mon émission l'une de mes clientes de ma formation YogiBiz Line. Si tu m'écoutes depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, j'ai beaucoup interviewé par le passé des profs de yoga qui m'inspirent et qui avaient saisi l'opportunité du yoga en ligne en France à ses prémices pour partager avec toi l'envie de se lancer en ligne et puis les coulisses aussi d'un business en ligne. Mais aujourd'hui, c'est encore plus fort pour moi parce que ce sont mes clientes que je peux interviewer désormais, mes clientes qui ont suivi ma formation YogiBiz Line et ou mes coachings et voilà, je peux maintenant leur poser des questions sur le développement de leur business de yoga en ligne et je dois reconnaître que je suis à la fois hyper fière de les recevoir. Alors je sais pas si fière c'est le mot juste, mais c'est vrai que c'est puissant de pouvoir écouter des gens que j'ai accompagnés dans le développement de leur business en ligne, qui en vivent aujourd'hui et en même temps je trouve ça hyper impactant pour toi qui m'écoutes de pouvoir avoir des témoignages en direct de mes clientes qui ont suivi ma formation, de voir ce qu'elles ont mis en place et comment, parce que finalement ce sont des profs de yoga comme toi, avec la même envie que toi de vivre de leur activité et donc je trouve que je ne peux pas avoir de témoignages et de retours d'expérience plus concrets et plus honnêtes que ceux en direct live de mes clients, de mes clientes pour te montrer que tu peux le faire toi aussi et que c'est possible. D'ailleurs, un petit disclaimer, si après l'écoute de cet épisode, tu veux nous rejoindre dans YogiBiz Line pour enfin toi aussi développer ton propre business de yoga en ligne, mais voilà, de manière professionnelle, avec vraiment un programme qui va t'accompagner étape par étape, arrêter de tester des petites choses dans ton coin. Et aussi profiter d'un mentorat, de coaching personnalisé pour arrêter de perdre ton temps, me poser les bonnes questions pour avancer. Eh bien, rappelle-toi que tu peux nous rejoindre quand tu veux. Donc, c'est à toi de décider si c'est le bon moment pour toi d'enfin investir sur toi et développer ton activité, ton business de yoga en ligne. Tu as toutes les informations si tu souhaites nous rejoindre dans les notes de cet épisode. C'est entre tes mains. Alors, en tout cas, Fiona, c'est ce qu'elle a fait. Il y a 1 an maintenant, elle a rejoint le programme YogiBiz Line. Elle avait déjà les prémices d'une activité en ligne puisqu'elle s'est lancée pendant le confinement. Mais du coup, avec YogiBiz Line, elle a pu petit à petit développer son offre, améliorer son offre, optimiser son offre. Et elle vient nous raconter un petit peu les coulisses de tout ça, de son expérience, de sa plateforme de yoga en ligne, de comment elle travaille pour son membership. Donc un petit peu un épisode conseil, mais aussi un épisode orienté sur les leçons qu'elle a tirées de son parcours jusqu'à aujourd'hui et peut-être aussi les erreurs à éviter. Alors souvent, les erreurs qu'on fait, ce sont aussi de très bons enseignements, de belles expériences. Mais bon, des fois, si on peut en éviter quelques-unes et surtout éviter de perdre du temps, eh bien, on est content de recevoir les mots bienveillants d'une consoeur qui peut nous aider et nous guider aussi sur ce chemin. Donc, on verra pourquoi Fiona a choisi le business model du membership, comment elle arrive à cumuler aujourd'hui un job, un temps plein, comme beaucoup, comme toi peut-être et comme beaucoup d'entre vous, et par ailleurs de vivre à côté de sa passion du yoga, d'être rémunérée pour son offre de yoga et qui en plus est une offre signature. On va voir aussi donc les erreurs qu'elle a su éviter et qui auraient pu lui faire perdre du temps, pourquoi elle a eu raison de lancer son offre même si son positionnement n'était pas complètement abouti, quels sont les piliers d'un business en ligne au-delà des réseaux sociaux et du fameux Instagram, quel est le bon moment aussi pour investir et déléguer dans son business et plein d'autres réflexions et retours d'expérience d'une prof de yoga qui, comme toi, a décidé un jour
de développer son activité de yoga en ligne. Je laisse tout de suite place à ma conversation avec Fiona de Home Yoga. Hello Fiona, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur YogiBiz Podcast. Hello Cécile, merci beaucoup de m'avoir, je suis super contente d'être là. Alors, donc je l'expliquais en introduction, Fiona, tu es une de mes élèves de YogiBiz Line et aujourd'hui, on va avoir le plaisir de t'écouter sur ton retour d'expérience, particulièrement donc à peu près 1 an après le lancement de ton membership, donc de ton studio de yoga en ligne finalement. Et tu vas donc nous parler des leçons tirées de cette expérience, des erreurs à éviter, de tes meilleurs conseils pour ma communauté de profs de yoga. Donc, je pense que ça va être riche d'échanges. Et ce que je te propose, c'est de démarrer par ta présentation, qu'on sache un petit peu qui tu es. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Fiona, j'ai 27 ans. Je viens du sud de la France à l'origine. Et puis, j'habite à Amsterdam, donc aux Pays-Bas. J'ai déménagé aux Pays-Bas il y a 4 ans pour mon travail. Donc, spoiler alert, mon activité principale n'est pas le yoga, malgré le fait que j'ai fêté les 1 an de mon studio en ligne. Pour l'instant, c'est une activité secondaire, tout simplement parce que pour l'instant, j'arrivais à gérer les deux. Mais voilà, j'en parlerai un peu par la suite, comment je vais appréhender ce futur. Et si je vais me définir, j'aime bien me définir avec le mot multipotentialiste. Je ne sais pas si tu connais, Cécile. Et c'est un terme qui est de plus en plus connu. En fait, c'est un terme qui va définir une personne qui a beaucoup d'intérêt dans plusieurs domaines. Je pense que tu dois en être une aussi, d'ailleurs. Oui, alors moi, j'utilise souvent le terme multipassionné. Ouais. C'est vrai, je l'utilise d'ailleurs même pour promouvoir YogiBiz Line puisque justement j'explique qu'on peut assouvir plusieurs de ses passions dans son écosystème d'offres grâce à YogiBiz Line. Mais effectivement, multipotentiel, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Donc tu es multipotentiel. Exactement. Donc je vais être constamment en fait en recherche d'apprentissage. Je suis très curieuse. Et très souvent, je vais m'inscrire à toutes sortes de formations parce que j'ai tout le temps envie d'apprendre. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a amenée vers le yoga, tout simplement par curiosité d'apprendre la pratique. En fait, je vivais, donc c'était il y a à peu près 4 ans, je vivais à Bali à l'époque et du coup, je pratiquais le yoga énormément tous les jours. Et j'avais vraiment envie de faire une formation sur place et je me suis dit, bon, je suis sur place à Bali quand même, tant qu'à faire, avant de retourner en Europe, autant apprendre le yoga. La chance. Ouais, c'était super chouette. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus qu'un simple intérêt. Et donc, c'est vraiment cette faculté à essayer plusieurs choses qui m'a vraiment poussée à aller plus loin dans le yoga, à explorer des styles différents ou vraiment aller un peu plus loin niveau anatomique, niveau philo, etc. Et je me suis rendu compte que c'était une voie dans laquelle j'avais envie de me diriger. Et ensuite, voilà, il y a 2 ans, histoire classique, confinement, plus de cours de yoga en studio. Et du coup, j'ai commencé à donner des petits cours en ligne sur Zoom à mes amis pendant le confinement. Donc, c'était une super expérience. Et à la fin du confinement, j'étais presque triste que ce soit fini. Je me suis dit, mais en fait, c'était trop cool d'enseigner en ligne. Et du coup, en fait, en commençant ce petit projet de studio en ligne, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment possibilité de démocratiser une pratique parce que en studio de yoga, c'est pas forcément accessible, que ce soit financièrement ou en termes de temps, de se rendre dans un studio de yoga. Et du coup, c'est l'été après le confinement que j'ai vraiment commencé à réfléchir à cette idée de membership, donc de plateforme de yoga. Et j'ai travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs mois. Et donc, le 2 mars 2021, j'ai lancé Home Yoga. Donc voilà, j'ai fêté les 1 an de Home Yoga il y a presque 3 semaines maintenant. Joyeux anniversaire! Merci, je l'ai fêté et tout avec la bougie. Hein. Tu as bien fait, il faut vraiment célébrer. Et donc, du coup, tu enseignais en présentiel avant le confinement. Tu avais eu l'occasion déjà d'enseigner un petit peu en présentiel? Oui, en fait, j'avais donc dès que, en fait, de Bali, j'ai déménagé directement à Amsterdam. Bye bye le soleil. Et du coup, j'ai commencé à enseigner dans des studios de yoga 1 ou 2 fois par semaine, mais c'était vraiment pour pas perdre la main en fait, et juste pour garder des élèves. Et puis c'était un rythme qui m'allait, tu vois, 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, je faisais mes petits cours. Et voilà. Et pendant le confinement, en fait, j'avais envie de continuer à enseigner le yoga parce que j'avais juste peur de tout perdre, quoi. Ouais. Et du coup, pendant le confinement, tu disais, tu as enseigné sur Zoom. Tu as aussi enseigné, fait des cours de yoga, genre sur Instagram, gratuitement, etc. Ou tout de suite
Non, j'étais un petit peu en retard sur ça. Bah, ou pas, parce que si tu as commencé avec Zoom l'un dans l'autre, c'était bien aussi. Bah, tu vois, je me dis d'un côté, si j'avais commencé dès le confinement, ça aurait été peut-être mieux. Tu vois, j'aurais vraiment pris la vague dès le confinement. Mais finalement, en fait, à la base, c'était vraiment juste mes amis qui m'ont dit, bah, ça te dit pas de nous donner des cours. Et en fait, vu que j'avais des amis de groupes différents qui m'avaient demandé, j'aurais dit, bon, les gars, je vais pas passer mon confinement à vous donner des cours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un groupe Facebook où je vais donner des cours 3 à 4 fois par semaine. Et si vous voulez venir, vous venez. Et en fait, comme tout le monde ajoutait un peu ses amis sur le groupe, ça a commencé un peu à grossir. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il y a un potentiel énorme, quoi. Ah, super. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que déjà, ça veut dire que c'est né aussi de ton propre réseau. Finalement, tu as commencé avec ton propre réseau et avec le bouche à oreille. Et ça, je trouve que souvent, on a tendance à l'oublier, donc notamment ici, parce qu'on est là pour développer notre business de yoga en ligne. Et on pense tout de suite aller chercher des nouveaux abonnés, des gens qui ne connaissent pas, des nouveaux clients, remplir nos cours avec des élèves, etc., etc. Et en fait, souvent, on oublie les choses les plus simples et la force, effectivement, du réseau qu'on a déjà, du bouche à oreille, des amis, de la famille. Et que c'est tout à fait possible en fait de leur dire voilà, ça y est, je me lance, je vais mettre en place des cours et du coup de compter sur eux pour venir nous soutenir et tout en donnant des cours de manière payante évidemment, justement s'ils nous soutiennent ils doivent soutenir aussi le développement de notre activité, mais je trouve que on oublie souvent. C'est une bonne première leçon, je dirais. Déjà commencer avec son réseau, avec le bouche à oreille, ça peut permettre aussi, surtout quand on démarre, de se faire la main, de trouver son identité de prof, peaufiner aussi ce qu'on a envie d'enseigner, comment on a envie de le faire, etc. Donc vraiment, je trouve que c'est déjà une excellente première piste et important de le dire. Et c'est vrai que je me permets de rajouter que tes amis vont être tes premiers fans, ça c'est sûr. Parce que tout simplement, en fait, personne s'est quitté au début. Et donc, du coup, de pouvoir compter sur ses amis. Et avant même de lancer Home Yoga, en fait, j'ai fait un questionnaire auprès de mes amis pour leur dire, OK, t'étais là pendant le confinement, t'as pris mes cours, t'étais là pendant mes cours en Zoom. Qu'est-ce que tu rechercherais, en fait, d'un yoga en ligne, d'un système de yoga en ligne? Qu'est-ce qui te plairait? Qu'est-ce que tu rechercherais? Quel type de classe, etc. Et en fait, c'est avec ce questionnaire que j'ai fait auprès de mes amis que j'ai pu en fait construire le projet, quoi. Donc voilà. Donc tu vois, ça c'est vraiment génial parce qu'effectivement des fois c'est pas la peine d'aller chercher des stratégies compliquées. Évidemment, il faut professionnaliser tout ça rapidement, surtout qu'aujourd'hui maintenant c'est la nouvelle norme, tout ça, le yoga en ligne, etc. Mais on peut très bien commencer de manière entre guillemets traditionnelle, avec son réseau, en questionnant les gens autour de nous, etc. Et petit à petit, on va venir affiner effectivement son positionnement, son offre, etc. Mais ça, on en parlera après. Donc, en tout cas, ça a été le début pour toi de ce projet. Est-ce que depuis, tu es revenu à de l'enseignement en présentiel ou est-ce que tu vis aujourd'hui, du coup, de ton activité de yoga en ligne, enfin, en tout cas, en parallèle d'un autre job, si j'ai bien compris? Alors, je fais des cours en présentiel de temps en temps, tout simplement parce que j'ai besoin de garder quand même ce contact réel en studio, mais c'est vraiment très sporadique, c'est-à-dire que je me suis pas inscrite en tant que prof dans une salle pour enseigner toutes les semaines. Parce que ça m'empêche de bouger. J'ai un travail où je peux parfois rentrer en France pour travailler et j'ai pas envie de me bloquer à Amsterdam en me disant non mais en fait tous les jeudis soirs j'enseigne, je peux pas bouger, quoi. Alors que en fait à Amsterdam tu as un groupe WhatsApp avec plein de profs et dès qu'il y a besoin d'un remplacement tu peux te manifester. Donc en fait ça me va très bien. J'enseigne en vrai quand j'en ai envie et sinon en vrai j'enseigne en présentiel quand j'en ai envie et sinon j'enseigne en ligne. Et parce qu'en ligne c'est en faux. Non mais c'est pas de dire ça. Et après l'année dernière je sentais que j'avais envie aussi de rencontrer mes élèves, donc les abonnés de Home Yoga, parce qu'il y a un moment aussi où même si c'est en ligne et tu les vois en Zoom, etc., t'as beaucoup de liens avec eux. Moi, j'avais vraiment envie de donner aussi l'opportunité de qu'on se rencontre en vrai. Donc, du coup, j'ai organisé une retraite l'année dernière, tu vois, qui est aussi un événement physique en lien avec Home Yoga, mais voilà, qui fait partie du tout, en fait. Et il y a aussi possibilité de se rencontrer en vrai, quoi. Enfin, en présentiel. En présentiel. Mais du coup, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui,
tu choisis finalement les cours que tu veux donner en présentiel. Donc, c'est pas quelque chose auquel tu es contraint. C'est pas une obligation. Effectivement, ça bloque pas cette liberté de temps et d'action. C'est vraiment des cours plaisir ou des événements que finalement t'organises toi, donc en tant que finalement entrepreneur du yoga, et non pas qui te font dépendre de quelqu'un d'autre, effectivement. Donc, on sent quand même enfin voilà, c'est complètement possible en tout cas d'avoir effectivement une activité en ligne et à côté d'organiser des événements en présentiel avec le plaisir de le faire quand on veut, dans les conditions qu'on veut. Donc c'est vraiment 100% plaisir. Ok. Et du coup, donc est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on peut vivre d'une activité de yoga en ligne? Alors, je t'avoue qu'au début, j'étais assez perplexe sur le fait qu'on puisse vivre d'une activité de yoga en ligne. Mais tout simplement parce qu'en fait, il y a 2 ans, et je trouve ça fou en 2 ans le bond qu'on a fait en avant, cette possibilité de vivre du yoga en ligne n'était même pas dans nos mentalités en fait. Ce sont en fait des nouveaux métiers presque, et donc en fait, c'est normal d'avoir peur de se lancer. Je pense sincèrement qu'avec une bonne offre, avec un bon positionnement, les bons prix, une bonne stratégie de communication et beaucoup d'énergie, il est possible d'en vivre complètement. Et je pense aussi que c'est aussi une question de se poser de quoi a-t-on besoin, tant au niveau de combien tu as besoin par mois, tout simplement. Est-ce que tu as besoin, est-ce que tu as l'énergie de donner des cours en présentiel toute la semaine? Moi, personnellement, j'ai jamais fait 10 cours par semaine. Et je pense pas avoir l'énergie nécessaire pour faire 10 cours par semaine, tout simplement parce que je pense pas que je serais capable de donner le meilleur de moi-même pendant ces 10 cours au cours de la semaine. Donc, je pense pas que ce soit un modèle qui soit fait pour moi. Mais après, voilà, chacun ses besoins. Et c'est pour ça que c'est important de se dire, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, de quoi j'ai besoin, de combien j'ai besoin. Et ensuite, voilà, il faut se poser toutes ces questions. Personnellement, aujourd'hui, moi, je vis pas de mon business en ligne, tout simplement parce que j'ai mon travail à côté. Voilà, donc je travaille de 9h à 18h tous les jours. Et en fait, Home Yoga, je consacre mon temps le soir, le week-end. Donc, si je consacrais 100% de mon temps, je sais que je pourrais vivre de Home Yoga. Là, c'est juste que je suis très limitée dans le temps, dans le sens où, voilà, je vais fermer mon ordinateur de mon travail pour ouvrir celui de Home Yoga. Je vais travailler le soir, le week-end. Mais je suis pas non plus un robot, je suis limitée dans le temps, donc je peux pas, en fait, faire grossir Home Yoga autant que tu peux pas voudrais, en fait. à un moment donné exploser le plafond de verre de Home Yoga comme si tu te concentrais sur cette activité à 100%. En revanche, effectivement, déjà, ça montre aussi, parce que je sais que beaucoup de personnes sont dans ton cas, c'est-à-dire ont un travail principal et peut-être hésitent encore éventuellement à se concentrer à 100% au yoga. Ça montre qu'on peut réussir à faire cette transition en ayant les deux dans un premier temps, si on a besoin peut-être de cette sécurité, si ça peut nous rassurer, si c'est un process aussi dans la durée, parce que c'est complètement OK de pas vouloir switcher du jour au lendemain et de maintenir les deux. Mais donc, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, ça montre que peut-être si on est bien organisé, qu'on sait comment s'y prendre, dans quelle direction aller, ce qu'on veut exactement, etc., on peut réussir en tout cas à mener les deux de front, j'ai envie de dire. Oui. Et je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis de se poser les bonnes questions quand on démarre cette activité du yoga en ligne. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aborde aussi dans le premier module, parce que voilà, c'est justement par là qu'il faut commencer dans le premier module de Yogi Bizline. C'est effectivement les différents impacts de chacun de ces business models entre quelle énergie j'ai à donner, combien d'heures de cours je peux donner, est-ce que je suis plutôt one-one ou justement j'ai envie voilà de donner mon temps mais à plusieurs personnes d'un coup, etc. Et donc ça, effectivement, c'est aussi super important. Et je pense que c'est ça aussi qui va aider à atteindre cet objectif, qui va conditionner la réussite, de savoir vraiment, en tout cas, de se poser ces questions-là dès le début. Après, ça peut changer en cours de route, ça peut évoluer. Enfin voilà, la vision, elle peut évoluer, mais quand même, voilà, de savoir comment on est capable de gérer notre énergie, comme tu l'as dit très justement. C'est déjà voilà.
une des premières pierres qui va conditionner le business model qu'on va choisir et le type d'offre qu'on va créer, qu'on va mettre en place. Est-ce qu'il y aura plus ou moins de cours ou pas? Est-ce que je vais faire du présentiel ou pas, etc. Donc ça, c'est super intéressant et en tout cas, c'est très encourageant. Est-ce que tu es capable d'estimer à peu près le temps que Home Yoga te prend en parallèle de ton question piège? C'est une bonne question. Déjà. Fourchette, hein. Ouais, fourchette. Je dirais déjà par jour, 2 heures par jour, du lundi au vendredi minimum. En moyenne, ouais. Ouais, minimum. Et ensuite, le week-end, je passe bien entre 5 à 10 heures le week-end quand même dessus. Donc voilà, en général, c'est vrai que voilà, et c'est ça, en fait, j'ai envie de venir aussi au fait que on peut avoir un travail et avoir un projet type voilà, une plateforme à côté, mais il faut savoir que ça demande aussi énormément de sacrifices. C'est pas voilà, le week-end, je peux pas passer un week-end entier sans travailler sur Home Yoga, c'est impossible. Donc il y a beaucoup de choses à laquelle je dois dire non, auxquelles je dois dire non. Voilà, des dîners le soir avec des amis auxquels je peux pas forcément aller parce que en fait j'ai des choses à faire avec Home Yoga. Ça demande des sacrifices et c'est vrai que je suis en train aussi, tu vois, de commencer à me questionner de combien d'années en fait je peux tenir avec ce rythme-là. Et il y a un moment en fait où c'est vrai que ça fait peur de se lancer, mais si on a envie d'y aller, il y a un moment aussi où peut-être qu'il faut sauter dans le grand bain et y aller à fond. Et ça fait peur, mais si tu vois que déjà avec le peu d'heures par semaine, tu arrives à te dégager un petit salaire, parce que j'arrive déjà à me dégager un petit salaire. Donc, qu'est-ce que ça serait si je consacrais 100% de mon temps en fait? Exactement. Et voilà. Après, ça, c'est peut-être le curseur inversé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être dédier aussi plus de temps à ton activité de yoga et peut-être potentiellement trouver un job ou diminuer, dans certains cas, c'est possible, dans le job dans lequel on est actuellement, de prendre moins d'heures ou d'avoir, je sais pas, mi-temps, comment ça peut être envisageable. Mais effectivement, ça peut permettre aussi petit à petit de prendre confiance et d'inverser en fait ce ratio-là pour se dédier encore plus à ton activité de yoga. Mais c'est très juste et c'est important de le dire. De toute façon, ce genre développer un autre business en parallèle, ça peut pas se faire sans compromis. Après, l'avantage, c'est que souvent c'est des métiers passion, des métiers vocation, et heureusement parce que je pense que c'est ça aussi qui permet d'investir autant d'énergie. Mais encore une fois, ça aussi ça dépend effectivement de la situation de chacun. Mais c'est très juste, ça se fait pas tout seul quoi qu'il en soit. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu as structuré ce studio en ligne? Qu'est-ce qui a été important pour toi? Enfin, tu nous as déjà dit du coup que tu avais fait un petit sondage, etc. Mais donc, comment tu as cheminé petit à petit vers ta plateforme de yoga en ligne? Alors, en fait, à la base, et ça peut aider beaucoup de profs de yoga dans ton audience, Cécile. En fait, c'est hyper difficile de choisir où est-ce que je vais me positionner parce qu'en fait, on nous le rabâche, il faut se positionner, il faut trouver sa cible. Et ça, c'est un peu l'aspect qui me mettait un peu de la pression parce que j'avais pas du tout envie de me positionner. Et quand j'ai commencé la formation YogiBiz, je me souviens, je crois que c'est le premier module ou un des premiers modules. Dans l'ancienne version, ouais. Dans l'ancienne version, ok, où on fait justement le positionnement avec la phrase, etc. Et moi, j'étais complètement paniquée par ce module parce qu'en fait, j'ai commencé sans positionnement particulier par peur de me fermer des portes. Et effectivement, j'avais peur que certains yogis ne se reconnaissent pas dans ce que je propose. Et en fait, je suis une pleaser, donc j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Et donc, du coup, en fait, moi, me positionner et fermer des portes aux personnes, ça correspondait pas du tout à ma personnalité. Et du coup, en fait, j'ai changé plusieurs fois d'envie. Et quand j'ai commencé YogiBiz, par exemple, je voulais me spécialiser dans le yoga pour athlètes parce que j'ai fait du sport à haut niveau. Donc, je me suis dit, attends, mais complètement, je les comprendrai trop, ça va être trop chouette. Je vais travailler avec des athlètes, ça va être génial. Et en fait, je me suis rendu compte, en commençant à travailler un peu dessus, qu'un athlète, par définition, il va toujours voir le yoga comme une activité secondaire et comme un outil pour son sport, mais pas comme une pratique en soi. Et en fait, du coup, ça correspondait absolument pas à ce que je voulais proposer. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que mon positionnement s'est fait tout seul au fur et à mesure parce que j'ai commencé à apprendre à connaître mon audience et j'ai pu définir vraiment clairement à qui je m'adressais au fur et à mesure du temps. Donc, je pense que la clé aussi, c'est de pas avoir peur de se réinventer.
et de toujours se remettre en question et de questionner son audience, ses envies, etc. Et en fait, c'est complètement OK de partir dans une direction et de se dire, en fait, de se remettre en question et de pas se mentir à soi-même, de pas être dans le déni et de se dire, en fait, attends, est-ce que j'ai vraiment pris la bonne direction là? Est-ce que j'ai pas envie d'aller dans cette direction juste parce que j'ai l'impression que c'est la bonne, mais en fait, je vibre pas avec ce positionnement-là. Donc voilà, il faut que notre audience, en fait, nous correspond aussi. Et je pense que voilà, on attire qui on est. Et en fait, je me suis rendu compte que tout simplement mon audience me ressemblait. Donc c'est un peu bête de dire ça, mais je suis quelqu'un de super actif, voire hyper actif. J'ai une vie du coup intense, un peu stressante, tu vois. Et en fait, je me rends compte que mon audience a besoin en fait est souvent surmenée, stressée, a besoin de yoga, de cours de yoga, format court, tu vois, qui font du bien, qui te vident la tête, voilà. Et en fait, du coup, ça a rien à voir avec le yoga pour athlètes et c'est pas grave. Et je continue en fait dans cette autre direction, quoi. Ouais, la bonne leçon déjà, je pense que c'est et pour le coup c'est comme ça effectivement aussi que je coach aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il vaut mieux lancer son offre sans avoir un positionnement encore voilà peut-être complètement défini parce qu'en plus effectivement au début c'est presque alors, soit c'est une évidence pour certaines personnes, soit c'est difficile à palper. C'est quoi ce truc, ce positionnement, de quoi on parle, quoi? Et on a beau l'expliquer dans tous les sens. Sauf que effectivement, petit à petit, quand on commence à avoir des clients, quand on lance une offre, quand on commence à communiquer, quand on commence à donner ses cours à l'intérieur de son studio, etc., on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des points communs qui viennent à nous. À l'inverse, on se rend compte qu'il y a des gens avec qui ça matche pas. On se rend compte, voilà, des choses sur lesquelles on a envie de communiquer, de véhiculer, ce qui fait que les gens interagissent avec nous. Finalement, l'aura aussi qu'on renvoie. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à trouver au mieux, en fait, à qui on s'adresse, avec qui on a envie de travailler, avec qui on a moins envie de travailler. Et quels sont du coup les messages qu'on veut faire passer. Et effectivement, je trouve que c'est important de se dire, il faut se lancer, même si le positionnement n'est pas parfait, le positionnement n'est pas définitif. On a et on doit se laisser la possibilité de pivoter. C'est exactement ça. Sauf que on peut pas apprendre et on peut pas savoir si effectivement on se lance pas quoi. Et si on teste pas et on n'essaie pas. Comment savoir si ça va résonner avec moi? Comment savoir si c'est la bonne cible? Comment savoir si ça me fait vibrer quand je m'adresse à ces gens-là, des athlètes, des mamans débordées, des femmes super actives, etc. Et donc je pense que voilà, le secret, il est que c'est en faisant qu'on apprend. C'est comme tu dis, enfin c'est peut-être simpliste, mais en réalité voilà, le positionnement il se trouve aussi comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, il faut pas s'arrêter à dire ouais, mais je sais pas à qui je veux m'adresser, j'ai pas ce positionnement. Ok, commence, démarre, fais quelque chose, lance-toi. C'est jamais du temps de perdu. Au contraire, c'est ce qui va permettre de mieux trouver ton identité et à qui tu veux t'adresser. Donc effectivement, j'aime bien l'idée quand tu dis ne pas avoir peur de se réinventer. Et moi, c'est ce que je traduirais aussi dans le sens, quand on est entrepreneur, il faut savoir être agile et avoir cette capacité à pivoter. Ce qu'il faut, c'est effectivement toujours se reposer la question régulièrement de est-ce que ça me fait vibrer, est-ce que je m'adresse bien aux bonnes personnes, est-ce que voilà, c'est ça que je veux. Et ça c'est super important en fait. Et quand on est entrepreneur, il faut aussi, vibrer. Quoi. Et voilà, et non, et c'est pas du tout un échec, tout à fait. Ouais. C'est un enseignement, une expérience, une leçon, une aventure. On appelle ça comme on veut. Tellement, ouais, c'est clair. Exactement. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton identité visuelle, parce que j'ai souvent beaucoup de profs de yoga qui démarrent et qui cherchent leur logo, cherchent à créer un site. Alors évidemment, dans le branding, il y a plusieurs choses. Il y a justement pourquoi on le fait, notre histoire, à qui on va s'adresser, son positionnement. Puis il y a aussi cette partie identité visuelle. Donc comment ça s'est passé pour toi? Grosse histoire pour Home Yoga et l'identité visuelle. Alors déjà, en fait, je me suis souvenue la dernière fois, à la base, je m'appelais Maison Yoga et pas Home Yoga. D'accord. Et en fait, j'ai changé de nom au bout de quelques semaines, donc ça allait, c'était pas très grave.
Mais voilà, j'ai déjà changé de nom dès le début, donc je suis partie un petit peu dans une direction différente. Et ensuite, du coup, quand j'ai lancé Home Yoga, j'ai préféré ne pas passer trop de temps sur mon image de marque parce qu'en fait, il y a tellement déjà à faire dès le début. Donc, il faut déjà réfléchir, en fait, à la base, réfléchir aux vidéos, aux programmes que tu vas proposer aux yogis, tourner et monter les vidéos. En fait, déjà comprendre comment ça marche, les micros, les caméras, les réglages, les lumières et tout. C'était un délire. Créer le site, créer toute la stratégie de lancement, etc. Donc, en fait, c'était un tel travail que j'ai préféré ne pas allouer trop de temps à mon logo, mes couleurs, etc. Parce que je pensais pas que c'était la priorité à ce moment-là. Et je me souviens d'ailleurs aussi dans les premières sessions YogiBiz aussi que tu répétais ne vous concentrez pas sur ça. Et moi j'étais j'étais un petit peu avancée dans le yoga, donc j'étais vraiment d'accord avec ce que tu disais. Il faut pas perdre de temps sur ça. Et c'est vrai, c'est pas du tout la priorité du business au début. Et justement le business est encore tellement jeune qu'il vaut mieux même c'est encore mieux d'attendre un petit peu afin de prendre en maturité dans son projet pour être sûr en fait du message qu'on veut véhiculer. Et moi en fait c'est seulement au bout d'un an, après vraiment avoir senti que mon membership était bien établi, que j'ai pu faire appel à une graphiste designer pour refaire mon identité visuelle. Donc, coucou Manon si tu m'entends. C'est une tâche que j'ai décidé du coup de déléguer. C'est complètement hors de mes compétences. J'ai pas du tout le temps de m'en occuper non plus. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à Manon. Et à la base, en fait, quand j'ai créé Home Yoga, je suis allée sur Canva. J'ai pris 2-3 couleurs qui me plaisaient, je les ai mises ensemble. J'ai pris une typo qui me plaisait, j'ai créé Home Yoga avec. Et puis, hop, ça faisait un logo. C'était vraiment à l'arrache. Et puis finalement, j'ai quand même réussi parce qu'on a quand même des outils maintenant qui nous permettent d'être des bébés graphic designers, hein, qu'on se le dise, parce qu'avec Canva, on peut créer nos templates, on a nos éléments. Moi, je me souviens même au début, mes amis me disaient, mais t'as engagé quelqu'un pour faire ta com? Je disais, non, mais c'est Canva. Canva. C'est magique. Et du coup, voilà, enfin, franchement, il y a de quoi faire. On peut bricoler quelque chose pour le début. Et du coup, voilà, là, en ce moment, je suis en plein dedans. Donc, je suis en train de refaire, du coup, toute mon identité visuelle. Il faut savoir que ça demande beaucoup de temps, en fait, de le refaire. Donc, autant attendre un petit peu pour être sûr. Mais voilà, Manon, par exemple, le process, c'est qu'elle m'envoie il y a peut-être 3 ou 4 énormes PDF un peu stratégiques où, en fait, on réfléchit à mon client idéal, mon positionnement, mes valeurs, les valeurs de Home Yoga, le message que je veux véhiculer. Voilà, enfin, en fait, il y a 1 million de questions. C'est un gros brainstorm, ouais. C'est un énorme brainstorming. Et franchement, c'était génial de le faire parce qu'en fait, ça m'a permis vraiment de me poser et de dire, OK, en fait, c'est quoi Home Yoga aujourd'hui? Et comment, en fait, visuellement, je veux traduire ce que je veux véhiculer comme message. Et je pense que au tout début du projet, c'est beaucoup trop jeune pour se poser ce genre de questions parce qu'en fait, il faut attendre 1 an pour vraiment savoir, en fait, la direction qu'on veut prendre, être sûr de soi, le message qu'on veut véhiculer et même, en fait, ma personnalité, pas ma personnalité, mais les valeurs que je veux véhiculer avec Home Yoga ont changé, en fait, depuis 1 an. Et maintenant, je sens que c'est beaucoup plus solide. Donc, voilà, un conseil, c'est ne pas perdre trop de temps. Faites un petit logo vite fait, des petites couleurs, mais concentrez-vous sur voilà les vidéos et les stratégies de lancement parce que c'est déjà beaucoup de travail, quoi. Bah ouais, se concentrer effectivement déjà sur ce qu'on veut apporter et sur ce que, enfin voilà, sur ce qui se vendra et ce que veut notre audience. Donc moi, je suis complètement ok avec ça. Hein. J'ai fait exactement comme toi, c'est-à-dire que voilà, j'ai démarré avec mes couleurs, mes typos, etc., mon message, mon pourquoi, mais j'ai fait faire mon site par Aurore. Guettier, donc au bout d'1 an. Et effectivement, j'avais aussi fait appel à une graphiste à ce moment-là et tout le travail de brainstorm autour de la marque, etc., j'aurais été bien incapable de le faire au début. Et le parallèle que je fais, c'est un petit peu comme quand on est en gros au collège et qu'on nous demande ce qu'on veut faire de notre vie. Et je trouve que c'est exactement pareil que de perdre trop de temps à travailler dès le début sur les choses comme sa grande vision, un positionnement parfait, un branding voilà chiadé avec tous les outils qui vont avec. Non, parce que effectivement, encore une fois, je pense que c'est en mettant le pied dans la réalité, dans la matière, dans les choses concrètes que en fait tout le projet évolue et qu'on est plus mature. Exactement, je trouve qu'1 an, 1 an et demi après, c'est le bon timing. Et d'ailleurs, c'est le bon moment aussi pour se dire, ok, ça y est, j'ai trouvé des clients, j'ai mis en place mon offre, j'ai quelque chose qui commence à tourner. Maintenant, c'est le moment de consolider en fait justement ces fondations-là.
Et non pas qu'elle soit inexistante au début, mais en tout cas, c'est pas le moment de perdre du temps là-dessus, effectivement. Et en plus, ouais, ça change. Enfin, ça évolue avec nous. Ça évoluera d'ailleurs toujours, je pense, un petit peu. Mais en tout cas, c'est inutile, ouais, de perdre du temps au début. Donc, voilà, j'aime bien cette idée de, voilà, c'est exactement comme quand on nous demande ce qu'on veut faire de notre vie à 15 ans. Je pense que c'est un peu prématuré. Ouais, Et c'est vraiment pas par là qu'il faut commencer. Et moi, je trouve que c'est un peu, ouais, un peu piégeux. Donc, c'est bien de le rappeler. Du coup, est-ce que tu peux maintenant nous parler un petit peu de c'est quoi ton membership à toi? C'est quoi ce studio en ligne? Il y a quoi à l'intérieur? Comment, voilà, c'est quoi la fréquence peut-être de, est-ce qu'il y a des cours, du préenregistré, etc. Bon, moi, j'aime bien le modèle membership, enfin, puisque du coup, avoir son studio en ligne ou avoir une plateforme de yoga en ligne, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du business model et dans le jargon marketing Yogi Bizline, donc avoir un membership. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'intérieur et puis aussi, du coup, peut-être comment tu fais pour créer, animer, gérer tout ça? Ok. Déjà, je pense qu'il faut. Enfin, j'étais un peu j'étais en grande hésitation parce qu'en fait, j'avais envie de faire des vidéos sous forme de programme parce qu'en fait, j'adore ce concept d'avoir une suite de plusieurs vidéos en fait où on n'a pas besoin de réfléchir tout le temps, tu vois, à aller chercher une vidéo, etc. Et au moins, quand tu as un programme avec un objectif bien précis, en fait, j'adorais ce concept. Ouais. Mais en même temps, je ne voulais pas créer un programme et ensuite le vendre. Donc, c'est vrai que je me souviens dans ta formation, on parlait beaucoup aussi, tu vois, de réfléchir entre créer un programme ou créer une membership. Donc, avoir plutôt des stratégies de lancement ou plutôt un evergreen. Donc, si vous connaissez pas tous ces termes, inscrivez-vous à YogiBiz, vous allez les maîtriser. En fait, je pense que c'est un choix important à prendre. Et en fait, moi, j'ai choisi de faire une membership. Donc, c'est-à-dire que c'est un business model où les gens vont payer un abonnement, du coup, soit tous les mois, soit tous les trimestres ou soit tous les ans. Donc voilà, avec différents prix selon l'abonnement que tu vas choisir. Et en fait, il va y avoir, donc c'est une bibliothèque de vidéos, donc il va y avoir des vidéos sur le studio en ligne. Et en fait, la plupart de mes vidéos sont organisées sous forme de programme. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu l'entre-deux. Donc la manière dont j'ai organisé le studio, c'est que tous les 2-3 mois, par exemple, tous les 3 mois plutôt, tu vas avoir un nouveau programme sur la plateforme. Donc, au mois de septembre, j'avais lancé un programme souplesse écart, donc pour apprendre à faire le grand écart. En janvier, j'avais lancé le programme 30 jours de yoga, donc voilà, pour recommencer l'année, une vidéo par jour avec des séances courtes, etc. Donc, j'aime bien en fait faire des lancements de programmes pour que en fait du coup les membres de la plateforme puissent avoir une suite de vidéos à suivre. Et je sais que c'est quelque chose qui plaît beaucoup, donc ça, je le garde, c'est sûr. Et en fait, à côté, j'avais aussi envie que les yogis de Home Yoga aient du nouveau contenu aussi toutes les semaines. Même s'il y a beaucoup de vidéos sur la plateforme, je sais que c'est chouette toutes les semaines, voilà, d'avoir un rendez-vous hebdomadaire aussi. Et j'avais aussi envie de les voir en Zoom, pardon, et de pouvoir en fait avoir la possibilité de les corriger et de communiquer avec eux directement. Donc du coup, en fait, on a aussi un rendez-vous Zoom hebdomadaire. Où du coup, ça sera un cours live. Donc, je vais avoir un thème par mois et on va faire les cours autour de ce thème. Donc, par exemple, le thème de ce mois-ci, c'est Yin Yang Yoga. Donc, voilà, on fait des cours de Yin Yang, c'est cool. Et en fait, c'est un petit peu technique, mais en fait, je vais faire mon cours Zoom et à côté, je vais mettre ma caméra pour avoir le cours en bonne qualité. Et ensuite, je vais mettre le cours sur ma plateforme. Parce qu'en fait, si j'enregistrais directement avec Zoom, la qualité n'était pas terrible. Donc, du coup, je mets ma caméra à côté, j'enregistre le cours. Et ensuite, comme ça me fait en fait un nouveau contenu. Donc, je perds pas en fait mon cours juste pour mon cours live. Mais en fait, c'est une vidéo qui vient ensuite sur la plateforme. Et donc, en fait, voilà, je pense qu'il faut juste trouver son rythme. Par exemple, en fait, en mai, je vais faire une formation 300 heures. Donc clairement, je vais pas être là en fait pendant un mois. Donc il faut vraiment que je m'organise à l'avance pour être sûr que mes yogis aient toujours du contenu. Donc ça aussi, c'est quelque chose, je pense qu'il faut songer. C'est que une membership, ça demande beaucoup de travail, mais beaucoup de travail en continu. C'est-à-dire que en fait, on peut pas juste abandonner pendant un mois la plateforme en se disant bon bah je pars en vacances pendant un mois. Dans un mois, quoi. Parce qu'en fait, non, les gens payent tous les mois, donc ils s'attendent à avoir du nouveau contenu tous les mois.
Donc, il faut vraiment avoir une stratégie et une pensée long terme pour dire, par exemple, moi, je sais que je pars en mai. Ça fait déjà plusieurs mois que j'appréhende la chose en disant, OK, déjà, début mai, il faut que je sorte un programme. Donc, je sors un programme début mai. Comme ça, déjà, ils ont des vidéos. Et je tournerai des vidéos à l'avance pour que chaque semaine, ils aient aussi leurs nouvelles vidéos. Même si c'est pas en Zoom, ils auront quand même du contenu. Donc, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Un membership, c'est génial dans le sens où t'as pas besoin d'être en mode vente tout le temps, parce qu'en fait, quand tu sors un programme, en fait, tu mets plus ta casquette de vendeur après que ta casquette de prof de yoga, parce que tu as un programme tout fait que tu vas essayer de vendre ensuite. Alors qu'une membership, voilà, c'est plus accumuler de plus en plus de yogis et en fait, qui vont venir faire partie de ta communauté. Donc, c'est un peu plus communautaire. J'aime cet aspect, tu vois, de communauté, de voilà, en fait, tous les mois, on est là, tous ensemble, on pratique le yoga ensemble. Mais voilà, faut juste savoir que ça demande beaucoup d'heures de travail et d'organisation. Ouais, effectivement, comme tu le dis très justement. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut faire un petit peu le parallèle pour donner une image avec une stratégie de contenu, en fait, dans le sens où, dans un membership, on va amener du contenu mensuel. Enfin voilà, il y a l'apport d'un contenu mensuel qu'il faut définir au préalable. Hein. C'est quoi ce contenu mensuel? C'est par exemple X live, X vidéo préenregistrée, X workbook, X audio. Enfin voilà, en fonction de ce qu'on décide de mettre à l'intérieur de son membership. Et deuxième aspect, du coup, c'est que ce contenu mensuel, effectivement, il faut avoir peut-être un calendrier. Alors moi, je préconise de savoir où on veut aller sur 12 mois et de choisir les thématiques de son membership, voilà, et de les anticiper comme ça à 12 mois. Alors, pas forcément de tout créer à 12 mois en avance, mais en fait, de savoir effectivement quels vont être nos thèmes, où est-ce qu'on veut aller. Mais en tout cas, voilà, ça sous-entend au moins au trimestre, on va dire, de se projeter. Alors, pour deux raisons, d'ailleurs, stratégiquement, on peut en parler, mais il y a pour toi, effectivement, en termes d'organisation, d'anticipation, être sûr de délivrer le bon contenu, parce que contrairement à une stratégie de contenu, là, on a des clients quand même qui payent, donc effectivement, on a quand même, voilà, un peu une obligation de délivrer. Et en même temps, la deuxième raison à ça aussi, c'est la fidélisation des membres du membership, c'est-à-dire que si je suis capable aussi de les projeter dans ce qui va arriver dans les mois à venir, il y a plus de chances aussi qu'il y a un effet rétention et que les gens restent parce que du coup ils vont dire ah super, voilà ce qu'on va faire au mois de juin, ça a l'air top. Donc du coup voilà, donc c'est en ce sens que c'est important effectivement d'avoir de la visibilité sur les thématiques, ce qu'on va aborder dans son membership, ce qu'on va aborder chaque mois, et aussi du coup de bien anticiper et planifier dans son planning la préparation de ce contenu, de cette capsule de contenu qu'on vient délivrer de son contenu mensuel en fait. C'est ça. Et je pense aussi qu'il faut vraiment montrer quelle est la valeur ajoutée, parce que on pourrait très bien dire, OK, mais en fait, j'ai accès à YouTube avec des vidéos gratuites. Donc, quel est mon intérêt de venir payer un abonnement tous les mois c'est pour souvent accéder à un prof de yoga, quoi. C'est souvent la question que me posent les profs de yoga. Mais en fait, tout simplement, déjà, il y a avec Home Yoga, par exemple, les yogis ont une accessibilité avec moi que je ne donnerai jamais sur YouTube. C'est-à-dire que, en fait, sur Instagram, je suis disponible. Sur Instagram, par email, on a un groupe Facebook aussi où on échange. Donc, en fait, je suis accessible. Et en fait, des fois, ils me posent des questions, ils m'envoient des photos. Ah, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette pose? Ah, et ça. Et ah, bon, en ce moment, je me sens comme ça. Quelle vidéo tu vas me conseiller sur la plateforme? Donc, il y a vraiment aussi un esprit d'accompagnement, en fait. C'est pas juste une plateforme avec des vidéos. Je suis aussi là dans l'accompagnement de la pratique, et aussi ça rassure, parce que je pense qu'un des obstacles peut être le yoga en ligne. Oui, je pratique à la maison, j'ai peur de pas bien faire, etc. En fait, quand tu as des cours Zoom ou quand tu as accès à une prof de yoga qui est là pour toi, tu as beaucoup moins de chances en fait de te blesser, ou tu vois, juste de pas, enfin, c'est pas bien faire, mais au moins tu es rassuré dans le sens où en fait il y a quelqu'un qui te regarde quand même pratiquer, qui te suit et qui est là en fait pour te soutenir. Et ça, je pense que c'est important de bien communiquer là-dessus, en fait, tout simplement à son audience, pour dire voilà, je vous délivre des vidéos de yoga, mais je ne suis pas que en fait créatrice de contenu de vidéos. Je suis professeure de yoga et je suis là pour vous accompagner en fait dans votre pratique. Donc ça, c'est important de le répéter.
Ouais, et bah alors c'est super bien que tu mettes le doigt dessus parce qu'effectivement c'est toute la différence déjà entre un contenu gratuit et un contenu payant. J'ai d'ailleurs fait une newsletter sur ce sujet il y a pas longtemps et où justement j'explique que c'est tout ce qui est accountability, c'est-à-dire vraiment tout l'environnement qu'il y a autour d'une offre payante, que ce soit la communauté ou que ce soit effectivement les conseils personnalisés qu'on puisse apporter. Et si je peux du coup donner un conseil aussi au passage, c'est qu'effectivement c'est sur ce genre de choses et de valeurs ajoutées qu'il faut communiquer dans son contenu gratuit. C'est-à-dire que parfois, je vois dans le contenu gratuit, on a tendance à donner beaucoup de conseils de yoga, de posture, etc. Mais en fait, ce que tu dis là, c'est super important. C'est-à-dire que c'est dans le contenu gratuit, justement, qu'il faut communiquer sur c'est quoi la différence, enfin, quelle va être la valeur ajoutée de mon contenu payant. Et c'est justement de mettre en avant pourquoi dans Home Yoga ou dans mon studio en ligne, justement, tu vas pouvoir savoir si avoir validation de ta pratique, savoir si c'est bien comme ça, ou si comment tu peux te positionner autrement parce que là tu n'y arrives pas ou tu te sens pas bien ou ça te fait mal à tel endroit, etc. Et c'est vraiment là-dessus. En fait, des fois quand on me dit ouais, je sais pas sur quoi communiquer ou il faut pas attendre que les gens signent et rejoignent le membership pour comprendre justement cette valeur ajoutée. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, il faut qu'ils s'en rendent compte avant. Et donc ça, c'est vraiment des sujets de contenu gratuit qu'on peut développer. C'est comme moi aujourd'hui, par exemple, je pourrais vraiment développer l'aspect c'est quoi l'intérêt de participer à des coachings collectifs. Je pourrais rassurer les gens sur pourquoi un coaching collectif peut apporter autant peut-être même qu'un coaching individuel ou autre. Et donc voilà, c'est ce genre de contenu gratuit qu'il faut apporter et qui va permettre de convertir vers le contenu payant. C'est pas que 5 conseils pour telle posture, voilà. Donc c'est vachement important ce que tu dis sur cette différence entre des vidéos gratuites, des vidéos payantes, mais surtout pour que cette valeur ajoutée-là, elle soit captée par l'audience et qu'elle convertisse, il faut en parler justement. C'est de ça dont il faut parler dans le contenu gratuit. Petit tips supplémentaire, du coup. Exactement. Ok, super. Écoute, en tout cas, ça a l'air d'être un membership bien pensé, bien construit, avec toutes les bien ficelé avec toutes les bonnes pratiques et les bons conseils pour développer un membership. Est-ce que il y a des erreurs à éviter que tu voudrais nous partager de par ce par quoi tu es passé? Bon, on a parlé un petit peu du positionnement, du branding, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, si c'était à refaire, que peut-être tu éviterais ou tu ferais autrement? Alors là, ouvrez bien grand vos oreilles, parce que j'aurais adoré avoir ce podcast il y a 1 an. Voilà. Alors déjà, la première erreur, je m'en suis rendu compte il y a peut-être 2 mois, c'est de ne pas avoir utilisé System.io dès le début. Et ça peut paraître bête comme ça, mais je vais c'est clair. Je vous ai conditionné avec System.io. Je suis traumatisée. Non, en fait, je me souviens quand je me suis inscrite à YogiBiz, donc c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Ouais, tout à fait. En fait, j'utilisais Mailchimp à l'époque. Et en fait, j'avais pas changé. Et je sais que la formation, elle était vraiment, on parlait de System.io, etc. Et moi, en fait, j'avais pas changé parce que j'étais sur Mailchimp et j'avais déjà commencé à faire quelques newsletters et tout. Je me suis dit, je vais pas commencer à changer d'outils, etc. Je vais juste rester sur Mailchimp. Et en fait, j'ai pas du tout eu de stratégie d'emailing en 2021. Pas du tout. Tout simplement parce que l'outil était pas du tout optimisé. Enfin, j'aimais pas du tout ça faisait vraiment des newsletters un peu trop commerciales, etc. Et en fait, Cécile, moi, je me suis rendu compte que j'aimais bien System.io parce que je lisais tes newsletters. Et en fait, je me suis rendu compte, et au début, je me suis dit, ouais, mais System.io, les newsletters, c'est juste du texte. Et en fait, justement, t'as envie de lire ce qu'il y a dedans. Oui. Et du coup, en fait, j'ai fait le shift début d'année 2022. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. Et ça me donne vraiment, du coup, envie d'avoir une stratégie d'emailing que je n'avais pas avant. Et même si tu le rabâches dans tes podcasts, dans la formation sur Instagram, que c'est super important l'emailing, en fait, je m'en suis rendu compte que là, en janvier 2022, en fait, c'était important. Et il y a aussi quelque chose qui m'a aussi un peu fait peur, c'est la coupure qu'on a eue avec Instagram il y a quelques mois, oui. où en fait, je me suis dit, en fait, là, si je perds mon compte Instagram... Je me souviens, tu m'avais envoyé un petit message. Tu m'avais envoyé un message, j'étais traumatisée. Ou alors, Marine Chapon qui a perdu son compte Instagram, je me suis dit, en fait, si demain, je perds mon compte Instagram Home Yoga, vu qu'en fait, on va me connaître via Instagram, Home Yoga est fini, quoi. Donc, je peux pas prendre le risque
Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai compris que c'est très important dès le début de développer sa mailing list, et aussi parce qu'en fait, tu te rends bien compte que quand tu scrolles sur Instagram et que tu arrives sur un post, bon, bah, tu vas rester peut-être, t'as 2 secondes d'attention, alors que sur un email, tu as vraiment toute l'attention du lecteur sur ton email. Et même s'il va pas lire ta newsletter en entier, au moins, le lecteur va penser à toi pendant au moins 10-20 secondes. Et ça, c'est super important, en fait, parce qu'après, c'est juste, voilà, ça va revenir toutes les semaines, et puis après, ça clique, quoi. Exactement. Non, mais c'est sûr que la stratégie d'emailing aujourd'hui, quand on a un business en ligne, à mon sens, c'est incontournable. Après, voilà, à chacun de trouver sa régularité, la valeur ajoutée de ses newsletters. Après, c'est intéressant quand même ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, des fois, j'ai tendance à dire oui, la cosmétique des outils, c'est pas le plus important. Mais par contre, c'est vrai que utiliser finalement un outil simple et qui nous plaît et qu'on peut maîtriser facilement, qui nous donne envie d'y aller, parce qu'on sait que voilà, on va pas s'arracher les cheveux à chaque fois qu'on va vouloir envoyer une newsletter ou quoi. Finalement, voilà, ça peut aussi contribuer à être plus régulier, à avoir envie de le faire. Donc à partager plus et à développer cette stratégie d'emailing. Et de toute façon, c'est vrai que moi j'insiste avec cet outil, j'en parle tout le temps, mais c'est parce que déjà moi aussi, c'est l'outil qui m'a permis de me lancer en ligne, sans lequel, j'ai suivi plein de formations et à chaque fois ça me paraissait tellement compliqué, alors qu'avec System.io j'ai trouvé que c'était tellement simple. Et du coup voilà, c'est hyper bien pour démarrer, pour se sentir autonome dans son business, se dire voilà, j'arrive à faire les choses par moi-même. Donc moi en plus, effectivement dans la formation, j'accompagne pas à pas, clic par clic, voilà, sur tout ça. Mais c'est vrai que ça peut être super important, surtout au début quand on a un petit peu peur de la technique. Comme il y a déjà un peu aussi le challenge, voilà, d'enregistrer des vidéos, de communiquer, de créer une stratégie marketing, etc. Si on peut se faciliter la vie avec des outils simples, c'est encore mieux. Et en plus, accessible, effectivement, versus d'autres outils. Et comme je dis souvent, voilà, c'est bien de développer son business, de développer son chiffre d'affaires avant de vouloir upgrader les différents outils. Donc ça c'est super effectivement. Donc se mettre à l'emailing le plus rapidement possible. Oui, commencer dès maintenant. Go. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs ou d'autres, quand je dis erreurs, c'est si je devais recommencer, voilà. Qu'est-ce que je changerais, quoi. Qu'est-ce que je changerais? C'est plutôt ça, parce que bon, finalement, c'est jamais vraiment des erreurs, mais. Je dirais la deuxième erreur, c'est d'ignorer les étapes juridiques qui sont pas du tout fun. Mais vraiment, en fait, si on souhaite construire un business sur le long terme, c'est vraiment super, super important de pas oublier toutes les étapes juridiques qui, effectivement, ne sont pas ni fun et ni dans nos cordes, en fait, parce qu'on ne comprend rien, mais qui sont essentielles vraiment pour la suite. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on va construire, on va lancer son programme en ligne, son business en ligne, on va toujours avoir sa petite checklist. OK, il faut que j'achète un micro, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je crée un site, il faut que je fasse un logo, il faut que je communique sur Instagram. Mais en fait, la première chose à faire avant de vendre quoi que ce soit, c'est en fait, écrire ses conditions générales de vente, ses mentions légales, et 2, déclarer son nom de marque, en fait, tout simplement. Et je le disais déjà tout à l'heure que avant, je m'appelais Maison Yoga. Ouais. Et en fait, j'ai une copine, une de mes copines qui est avocate, qui m'a appelée, qui m'a dit, mais Maison Yoga, ça va pas du tout, en fait. Ton nom, il est beaucoup trop commun. Enfin, c'est pas du tout un bon nom. Il faut que tu le changes. Donc, en fait, voilà, ce process de déposer son nom de marque, je connaissais pas du tout. Et pour être honnête, j'y avais même pas pensé. Et en fait, du coup, voilà, avant de bien lancer mon site et tout, je lui ai montré, et elle me dit, et elle va tout en bas de la page de mon site. Elle me dit, mais où sont tes conditions générales de vente? Où sont tes mentions légales? Je la regarde avec des grands yeux, mais je sais pas, c'est quoi ça? Vraiment, j'avais aucune idée, en fait. Et franchement, pourtant, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai quand même étudié, lancer un business, etc. Donc, je suis censée savoir ce genre de choses. Mais en fait, ça m'est complètement sorti de la tête et j'ai pas du tout pensé à ça. Et franchement, il faut le faire dès le début parce que après, en fait, les gens vont s'inscrire, ils doivent cocher une case pour dire j'accepte les conditions générales de vente. Et ces conditions générales de vente vont en fait te protéger. Et c'est super important parce que il peut se passer 1 million de choses. Quelqu'un, si par exemple t'as pas de conditions générales de vente, quelqu'un veut arrêter son abonnement annuel. Je sais pas, il a payé son abonnement annuel. Au bout de 6 mois, finalement, il s'est blessé. Est-ce que tu rembourses la moitié les autres 6 mois ou est-ce que c'est sa responsabilité? Et c'est des choses en fait qu'il faut vraiment mettre en place dès le début parce qu'en fait, à partir du moment où on a des abonnés qui n'ont pas coché cette case,
en fait, du coup, ils n'ont pas accepté les conditions générales de vente et tu ne t'es ni protégé toi, ni les autres. Donc, voilà, c'est super, super important. Et pareil pour déclarer son nom de marque, parce qu'en fait, tout simplement, après, tu réalises que tu peux perdre, en fait, ton nom de marque parce que quelqu'un l'a pris ou quelqu'un a un nom similaire et va venir t'attaquer, etc. Donc, et en fait, j'en viens au point de ma troisième erreur / leçon. C'est que, en fait, du coup, bon, j'ai eu la chance que j'ai une amie qui était avocate pour me le dire, donc j'ai pu déléguer cette tâche. Et je sais que c'est une tâche qui est en général chère, mais ça vaut le coup d'investir parce que, en fait, après, vous allez payer vraiment des milliers si vous faites pas ça dès le début. Donc voilà, ne pas avoir peur d'investir pour ça. Et du coup, je rebondis sur une troisième erreur que j'ai fait, c'est d'avoir peur de déléguer. Donc voilà, après au début, c'est vrai que t'as pas forcément les moyens financiers de déléguer, etc. Mais il est vrai aussi que vu que j'ai pas beaucoup de temps, j'avais envie de me concentrer sur mon corps de métier qui est professeur de yoga et pas créatrice de contenu. Et en fait, à la base, j'avais vraiment envie de déléguer cette partie un peu de création de contenu, tout simplement parce que ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et finalement, en fait, je faisais plus mes vidéos. Et c'était pas le but en fait. Donc du coup, je me suis entourée d'une community manager. Donc Léa, si tu nous écoutes, je fais beaucoup de beaucoup de shoot-out. Manon, Léa. Et du coup, voilà, donc je travaille avec Léa depuis janvier, qui m'aide du coup, en fait, dans la stratégie de contenu, dans la création de visuels, etc. Mais après, voilà, Home Yoga, je parle quand même en mon nom. J'ai envie de rester authentique. C'est moi qui m'adresse à mon audience. Donc, c'est pas Léa qui va répondre à mes DM ou c'est pas Léa qui va faire mes stories, etc. Parce que en fait, je veux quand même garder cette image de c'est Fiona, la prof de yoga qui s'adresse à vous. Et j'ai pas envie du tout qu'elle réponde en mon nom, etc. Parce que c'est pas authentique. Ouais. Mais elle va vraiment m'aider dans ces parties un peu plus stratégiques, un peu plus de création de contenu, tu vois, dans des carousels éducatifs, etc. Où moi, je vais lui donner le texte et ensuite elle va m'aider avec les visuels, etc. Donc, c'est important de s'entourer. Même si c'est un investissement, c'est important. Ouais, après, au-delà de effectivement s'entourer et déléguer, moi, ce que je retiens, c'est qu'à un moment donné, avancer, progresser, améliorer, développer une activité, c'est forcément investir en fait. Ouais. Donc après, chacun investit là où, voilà, peut-être que pour certains, la création de contenu, c'est facile. Peut-être qu'ils ont des facilités à écrire leurs textes. Peut-être que, voilà, ils ont des facilités à rédiger une newsletter. Et puis pour d'autres, effectivement, non, ça va prendre trop de temps. Et du coup, ça va venir empiéter sur la zone de génie qui est plutôt de passer du temps, effectivement, à créer ses vidéos peut-être ou à trouver... voilà les idées pour le membership, les thématiques, faire ses recherches pour ses cours, etc. Et voilà, et peut-être que pour d'autres personnes, ça sera comme moi, par exemple, je sais que je délègue ma gestion administrative. Voilà, c'est quelque chose, je suis pas faite pour faire ça. Ouais, mais en même temps, en soi, c'est pas onéreux proportionnellement à ce que va me rapporter le reste qui, finalement, est ce que en plus je sais mieux faire et qui est là où on m'attend comme, voilà, être dans mes programmes, faire des coachings, faire des ateliers, faire des audits, etc. Et ou même moi, un coaching d'1 heure me rapporte quasiment autant que ce que me coûte de déléguer ma gestion administrative. Donc en fait, la question à se poser, c'est OK. Le mieux, c'est que je délègue ma gestion administrative et que je fasse 2 coachings en plus par mois. Et en plus, voilà, j'aurai des clients qui vont avancer, que je vais pouvoir aider, qui vont avoir des résultats, etc. Donc, effectivement, ce que je retiens au-delà de déléguer, de quel sujet déléguer, même si par contre, je te rejoins sur tout ce qui est juridique. Et ça aussi, c'est vrai que c'est important que tu le dises, même si moi, au sein de Gibiline, je peux donner des templates. Quand on utilise System.io, il y a un template de conditions générales de vente, etc. Mais pour moi, en tout cas, c'est des outils qui doivent être personnalisés en fonction de notre marque, de ce qu'on vend, de à qui on s'adresse, etc. Et je trouve, pour le coup, et j'aime pas... j'ai toujours aussi tendance à recommander pour ces démarches-là, en tout cas, tout ce qui est vraiment très administratif et juridique, de s'orienter vers des professionnels. Moi, je suis formatrice, coach, voilà, sur le business en ligne, la stratégie, le marketing, mais effectivement, chacun son métier. Et ça, quand même, je te rejoins sur le fait de, je trouve qu'il y a rien de mieux que s'adresser, voilà, à un professionnel et en fonction de son cas particulier surtout, de son produit, de son offre, de voilà.
Après, évidemment, on peut aller se référer déjà à des conditions générales de vente de gens qui font la même chose que nous, à des memberships en ligne. On pourrait, par exemple, aller voir tes conditions générales de vente pour s'en inspirer et c'est OK, mais ne jamais hésiter effectivement à mettre un petit billet pour se faire valider tout ça par des personnes compétentes. Ça, je suis complètement d'accord. Et après, l'autre partie, c'est effectivement à quel moment c'est mieux d'investir plutôt que finalement de perdre mon temps sur des choses qui sont pas de mon ressort ou que je sais pas faire ou qui sont pas de ma zone de génie ou que je peux effectivement finalement en faisant quelques calculs, mais souvent c'est parce qu'on a peur d'investir, on a peur des chiffres, on a peur de donner de l'argent, alors que on va très facilement pouvoir le rentabiliser en faisant un cours en plus, en sortant un programme en plus, en voilà. Et donc c'est un peu de mettre ça aussi effectivement en perspective. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Sur l'idée effectivement d'investir sur soi et d'investir dans son business. Non, c'est clair, carrément. Et du coup, écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour déjà, on a bien avancé. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais peut-être nous partager, même si je crois qu'on a déjà donné pas mal de pépites? Peut-être un dernier petit conseil, si vous décidez de vous lancer dans un business en ligne et que vous devez fixer vos prix, n'oubliez jamais qu'on a toujours le syndrome de l'imposteur et que c'est important de bien savoir fixer ses prix. Moi, je me suis retrouvée du coup dans une situation où j'ai dû augmenter mon prix parce que je l'avais vu trop à la baisse. Donc, je pense que c'est important dès le début de ne pas se sous-évaluer et vraiment de se pricer en fait à sa juste valeur et pas en fait avoir l'impression que c'est trop cher ou parce que ça ne l'est pas et que vous fournissez beaucoup de travail et vous donnez beaucoup d'énergie pour votre projet et en fait tout travail mérite salaire, donc c'est normal de fixer ses prix correctement. Donc voilà, dernier petit conseil. Et, ouais, voilà, c'est ça. Effectivement, alors ça pourrait être un podcast à part entière, hein, les prix, comment fixer ses prix, etc. Par contre, je trouve que ce que tu dis est juste et en même temps, pour rebondir, je voudrais quand même dire que même si, alors, je suis hyper d'accord sur le fait surtout qu'il faut pas se pricer trop bas. Bon, après, ça peut être un choix de positionnement, comme d'autres marques qu'on connaît se positionnent très bien en low cost, par exemple. Et c'est un vrai choix, une vraie stratégie derrière. Et effectivement, on va pas délivrer la même chose. Par contre, effectivement, selon ce qu'on délivre, selon ce qu'on met dans notre offre, selon la valeur qu'on apporte, selon le niveau de personnalisation, etc., c'est là où effectivement, il faut pas sous-estimer cette valeur-là, mais quand même, il y aura toujours la possibilité d'augmenter ses prix. Augmenter ses prix, c'est aussi l'occasion de recommuniquer sur ses offres, redire pourquoi et quelle est la valeur de ses offres, etc. Donc, c'est un petit peu comme le positionnement. On peut toujours quand même pivoter et améliorer ses prix. Donc, effectivement, oui, le syndrome de l'imposteur, il sera toujours là. Il faut faire attention dans la fixation de ses tarifs. Mais attention aussi, on peut décider demain, d'orienter ses prix différemment, de les changer, de les faire évoluer. Et petit à petit, on va prendre confiance aussi et mieux vibrer avec nos prix. Et je pense qu'il faut se laisser le temps aussi justement de la même façon en fait d'avancer sur ce chemin-là pour enfin être plus à même de mettre des prix justes et donc c'est ok si au début c'était pas tout à fait le bon prix, on peut toujours améliorer ça aussi. Ouais. Oui, et puis au bout d'un an, le contenu est quand même de meilleure qualité. Il y a plus de contenu sur la plateforme, donc en fait, ça fait aussi sens d'augmenter les prix. Quand je vois, j'ai lancé la Home Yoga, j'avais peut-être 30 vidéos sur la plateforme. Bon, je sais que d'après ton dernier podcast, il faut pas trop dire combien de vidéos on a sur la plateforme, faut pas trop dire qu'on a beaucoup de vidéos. Ouais, non, alors après, l'idée, c'est pas de dire, Non, mais tu vois, je suis passée de 30 à 150 vidéos sur la plateforme. Donc, en fait, c'est normal aussi de pas demander le même prix par mois à une personne qui avait 30 vidéos au début, plutôt que maintenant, quand tu t'inscris, que tu en as 150 et tu as plein de programmes, etc. Donc, c'est aussi, alors, moi, je dirais que c'est pas le nombre de vidéos, en fait, qui va faire la différence de ton programme. Par contre, c'est effectivement les sujets, par exemple, des programmes. Donc, c'est la diversité de pouvoir peut-être travailler. Exactement. Je donne un exemple au hasard, mais plusieurs postures.
Voilà. Et plutôt que d'avoir juste un programme qui accompagne, par exemple, sur le grand écart, aujourd'hui, je peux à la fois travailler mon grand écart, mon handstand, et puis je sais pas, enfin voilà, par exemple. Ouais. Donc en fait, c'est ça, c'est ce en quoi je dis que voilà, effectivement, le nombre de vidéos peut faire peur, et en soi, c'est pas forcément un argument, et c'est pas forcément, enfin moi, en tout cas, tu vois, en tant que cliente, ça me harponnera pas en fait de me parler du nombre de vidéos. Au contraire, ça peut me faire peur. Par contre, de mettre en avant la valeur ajoutée, qui est plusieurs programmes où, comme tu l'as dit très justement, j'ai pas à me prendre la tête, je vais suivre les vidéos, il y a un ordre. Si je décide de faire ce programme-là, par exemple, sur mon mois d'avril, voilà, je sais que j'ai pas besoin de me poser de questions, d'avoir à choisir justement au milieu de toutes ces vidéos. Ça, c'est génial, et ça, c'est clairement la valeur ajoutée de ton programme, et ce qui fait qu'effectivement, sa valeur, elle augmente aussi dans le temps. Donc voilà, écoute, en tout cas, j'ai vraiment été ravie de cette conversation avec toi. On n'a plus le temps pour d'autres questions, c'est bien dommage parce que je crois qu'on pourrait papoter des heures sur ça. Donc en tout cas, moi je te remercie vraiment pour ce retour d'expérience. Est-ce que tu aurais un dernier conseil peut-être à donner aux gens justement par rapport au fait aux personnes qui voudraient développer leur business en ligne ou leur activité de yoga en ligne? Ne pas avoir peur d'investir, je dirais. De pas regarder toujours son investissement. Là, tu vois, j'ai investi plus de 10 000 euros, je pense, de formation. Donc en fait, ne pas avoir peur de se former, d'investir dans soi en fait. Dans des formations de professeurs de yoga, dans des formations type YogiBiz, ou se faire accompagner, mais vraiment ne pas avoir peur d'investir cet argent parce que ça va faire gros. Enfin, ça va vous aider à vous lancer dans tous les cas. Donc c'est pas de l'argent perdu. Mais c'est super conclusion, et c'est un vrai shift de mindset effectivement. Je pense que entreprendre, c'est aussi prendre ça en considération, que en fait, si on veut avancer, avoir la bonne direction, gagner du temps, etc., investir sur soi, c'est une des clés. C'est un shift de mindset à travailler en tout cas. Merci pour ces beaux messages, Fiona. Cécile. je mets tous les différents liens dans les notes de podcast de cet épisode. Si les gens veulent retrouver ton travail, veulent retrouver ton écosystème, ta présence en ligne, tes lead magnets, etc. Parce que voilà, si vous voulez vous inspirer du travail de Fiona et de Home Yoga, vous avez toutes les références et toutes les informations en description dans les notes de cet épisode. Merci Fiona, à très vite. Merci beaucoup Cécile, à bientôt. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Tu peux aussi me laisser un petit mot sur Apple Podcast. Ça me fait toujours plaisir d'avoir tes retours et de savoir en quoi l'épisode t'a été utile. Tu peux aussi bien évidemment partager cet épisode en story, Instagram ou encore rappelle-toi que mes DM te sont toujours ouverts, notamment si tu as des questions pour rejoindre le programme YogiBiz Line. En tout cas, YogiBiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.